Voilà. Donc, je vais vous parler d'archéologie et de légendes concernant les mégalithes de nos régions. Alors, je vais aborder en 5 thèmes. D'abord, je vais vous parler très courtement des mégalithes. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde n'est pas forcément au courant de leur répartition, de leur chronologie. Ensuite, je vous présenterai rapidement le mégalithisme en Wallonie, puis j'aborderai les croyances. D'abord, celles, je mets entre guillemets, préhistoriques, liées aux mégalithes, puis les choses beaucoup plus actuelles à partir du 19e siècle et même avant, concernant les mythes, les croyances, etc. Et enfin, je ferai une petite analyse du sujet. Bon, d'abord les mégalithes. En fait, leur définition varie suivant l'optique qu'on adopte. Pour les géologues, un mégalithe, c'est ça, c'est une grosse pierre. N'importe quelle grosse pierre est un mégalithe. Pour les archéologues et les anthropologues, géologues qui s'occupent de préhistoire, c'est évidemment différent. Un mégalithe, c'est bien sûr au départ une pierre naturelle, parce que toutes les pierres sont naturelles, mais qui a été utilisée soit pour dresser par exemple des menhirs, dont certains sont parfois un peu aménagés par l'homme, ou bien qui a été utilisé pour construire des dolmens ou allées couvertes, et on appelle aussi l'ensemble mégalithe. Donc les définitions varient très fort. Alors, ces mégalithes, ils existent partout dans le monde, enfin presque partout dans le monde. Et on en trouve beaucoup en Europe, mais finalement, on en trouve en Asie. Il y a des régions certaines, par exemple la Corée ici, il y en a des milliers. À Madagascar, il y en a beaucoup, il y en a partout, très peu, mais notamment en Colombie, à l'île de Pâques, il y en a un peu partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ils ont une typologie extrêmement variée. Il y a des menhirs, donc c'est pierre dressée, donc vous en verrez. Il y a des dolmens, dont certains s'appellent allées couvertes. Il y a aussi une série de temples, comme Stonehenge et autres. On range dedans certaines maisons, aussi des structures très particulières, comme les taulas dans les îles de la Méditerranée. Donc, grande variété. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir leur chronologie. En fait, nous, en Europe, on commence vers 4000 avant notre ère, en gros, 5e millénaire, et vous voyez que vers 2000, voire un peu après, il n'y en a plus. Mais dans d'autres régions, ils sont parfois très anciens, comme dans certains coins d'Afrique, mais ils sont subactuels. Si vous allez à Madagascar ou si vous allez dans certaines autres régions d'Afrique, il y a encore des mégalithes actuels. Il y a encore des personnes qui vont dans les sites où il y a une série de dolmens, qui les ouvrent, qui sortent les morts, etc., et qui font des grandes fêtes. Donc, c'est un thème qui a une très grande variabilité. On va parler de ce qu'on a en Wallonie. Alors, vous voyez que c'est relativement varié. Il y a des, comme ici, Oiris, Lamsoul, à Rochefort, il y a des menhirs et puis il y a des structures un peu différentes, comme à Jambes, enfin je vais en parler, ou comme à Forrières. Forrières, c'est pas très loin d'ici non plus. Alors, la première partie, donc, il y a une série de sépultures. Voilà une carte de Belgique qui vous montre un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il n'y en a pas tellement. Mais vous voyez que le bassin parisien est truffé de dolmens. En fait, ce sont des allées couvertes, ça veut dire des sites, des allées, des dolmens, si on peut dire, assez allongés. Et vous allez en Allemagne, en Est-Westphalie, vous en avez beaucoup. Donc, notre région, la Belgique et particulièrement la Wallonie, ils sont intermédiaires entre deux grands centres, deux grandes régions mégalithiques en France, dans le bassin parisien et toutes ces régions, et en Est-Westphalie. Donc, nous sommes dans une position intermédiaire. Et vous voyez que beaucoup des dolmens chez nous se répartissent dans des vallées qui sont donc aussi d'une certaine manière des couloirs entre les deux grandes régions. Bon, on va les voir. Il y en a un ou l'autre en Hollande, ici tout près de Maastricht, c'est à Stein. Dans le nord de la France, vraiment dans le nord, il y en a très peu, par exemple à Gangui, qui est tout près de Charleville, mais sinon il faut aller vraiment dans les deux régions. Chez nous en Belgique, on en a à Rochefort, à Lavio. Ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, dans les années 70, si je me souviens bien, par un amateur très intéressé, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais enfin bon, et il a été une première fois exhumé, parce qu'il était complètement enterré, par un groupe local. Plus récemment, dans les années 80-90, il y a eu 2 fouilles qui l'ont remis à l'air libre
et qui ont permis de faire beaucoup. Et vous le voyez en vue aérienne, comme son plan, et ça, une vue. Donc vous avez, ça c'est une dalle de couverture, vous avez des piliers sur les côtés, les piliers qui délimitent une chambre au milieu. Évidemment, sur le plan, il y a des parties effondrées. Hein. Donc vous avez une chambre allongée que vous voyez ici à partir de son entrée qui était là, vers le fond. Vous avez ça. Et alors, ce qui est intéressant quand on fouille, c'est qu'on a trouvé des structures extrêmement intéressantes, comme par exemple, à l'endroit où se trouvaient les piliers, il y avait des rainures dans lesquelles les piliers étaient insérés. On peut imaginer qu'il y ait deux raisons, soit stabiliser, contribuer à stabiliser les piliers ou orthostates qui vont supporter la couverture quand il y en a, et ça peut aussi être une manière de dessiner le plan pour dire à ceux qui amènent les pierres comment ils doivent, où ils doivent les mettre. Bon, devant ce mégalithe, il y avait un énorme dallage, dont voici un extrait, qui a une surface d'accès devant. On peut imaginer que s'il y a un dallage devant, ça veut dire qu'à un certain moment au moins, le monument était destiné à être vu. On ne va pas faire un pavage comme ça pour l'utiliser une demi-fois, par exemple, lors d'un premier enfouissement. On peut imaginer ça, mais je dis bien imaginer, parce qu'on reparlera de ce genre de choses après. Vous avez un peu la zone où il y en a deux, c'est à Ouéris. Alors, je vous montre une vue donc, dans cette vallée qui est à la limite de la Calestienne et au-dessus de l'Ardenne, où vous avez un aliment avec deux de ces dolmens et une série de menhirs. Vous avez celui qui est le plus connu, qui a été fouillé à la fin du XIXe siècle pour l'essentiel, et vous voyez à nouveau des piliers sur les côtés qui délimitent une grande chambre couverte par des dalles énormes, dont plusieurs dizaines de tonnes, et devant, vous avez des pierres voilà, qui délimitent un vestibule. C'est ça qu'on appelle une allée couverte. C'est donc un dolmen avec un long vestibule qui fait que c'est une structure assez allongée. Voilà le deuxième, qui est Ouéris II ou le dolmen d'Opagne. Vous avez la même chose, une vue telle qu'il était après. Il a été trouvé un peu plus tard, quelques années, 1 ou 2 ans après le premier, et il a été dégagé par le fermier. Il y a eu une fouille par les musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, donc le cinquantenaire, au début du XXe siècle, puis il était comme ça. Et on a pu refouiller, comme vous voyez là, notamment la zone à l'avant où le vestibule était effondré. Et voilà ce qu'on observe, différentes structures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il est dans une tranchée, donc ça veut dire qu'il n'était pas visible. Et par contre, vous voyez que quand on voit son plan, donc la chambre avec ses dalles de couverture, son vestibule, vous voyez qu'il y a un dallage sur le côté. Là aussi, c'est un dallage. Ça veut dire qu'à un certain moment, il était destiné à qu'on puisse circuler, donc à être vu. Au moins à un certain moment, il y a eu des phases d'effondrement après, parce qu'à la fin, en principe, à la fin d'utilisation, les gens du néolithique, ils effondrent tout ça, ils condamnent. Bon. Alors, je vous montre, intéressant, un truc, enfin moi qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous avez cet ensemble avec tous ces menhirs et dolmens, mais autour, vous avez une série de grottes dans les vallées, dans lesquelles il y a eu des sépultures. Plein d'individus ont été enterrés là, enfin plein, un certain nombre. Dans toutes ces grottes, ce sont toutes des grottes sépulcrales. Et ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux. Je vais vous la montrer. D'abord, quand vous regardez les pointes de flèches, par exemple dans les dolmens de Ouéris, et que vous les comparez à ceux de l'Apréal, qui est une des grottes, c'est extrêmement proche. C'est le même genre de choses. Donc, matériel assez identique. Maintenant, des datations carbone 14 en rouge, ce sont les dolmens, et en noir, ce sont les grottes. Vous voyez que ça, là, vous avez les années, on est depuis 4000 jusqu'à peu près 2000 avant notre ère, et vous voyez que c'est imbriqué. Ça veut dire que les deux types de sépultures ont fonctionné pendant les mêmes périodes, en gros. Même matériel, même période. Si je reviens une seconde volontairement en arrière, même, en gros, même répartition géographique, c'est pas loin. Il y a même les grottes sépulcrales ici, dans une petite vallée, tout près de Haye, en plein dans l'axe mégalithique, si on peut parler comme ça. Donc, on peut se demander si c'est les mêmes gens. On peut se demander pourquoi il y a des gens qui sont dans
qui ont été mis dans les dolmens où on trouve pratiquement plus rien parce que tout ça a été évidemment vidé, pillé au fil du temps. Et pourquoi d'autres sont dans les grottes? Alors on peut se poser la question si ce n'est pas des phénomènes liés à la hiérarchie et qu'il y ait des gens au-dessus qui sont plus importants que ceux dans les grottes. Alors en Espagne, il y a des chercheurs qui ont eu le même genre de choses, des grottes et dans le même secteur des dolmens. Ils ont pu faire des analyses isotopiques et montrer que les deux populations étaient un peu différentes. Quand on fait par exemple des analyses du carbone et de l'azote, on peut voir des choses liées à l'alimentation. Et ils voyaient des différences. Alors ici, malheureusement, il y a extrêmement peu d'ossements, mais ceux qui ont été analysés ne montrent pas cela. Pourquoi? Parce qu'il y a très très peu d'échantillons. Quoi qu'il en soit, on peut se poser des questions, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une gestion de l'espace par les gens néolithiques. Ça, c'est important. Ça veut dire que nous ne sommes pas les premiers, nous, au période historique, à avoir géré le territoire. Alors, il y a aussi une série de menhirs. Je vous en montre quelques-uns. On en reviendra. Oh, tiens, ça a bougé. Ça, c'est à Ozo, donc c'est tout à fait au nord de l'axe mégalithique. Ça, c'est tout à fait au sud, à Opagne, il y en a 3. Vous avez le menhir Brunehaut, ça, on est tout près de Tournai, en fait. Vous êtes au sud-ouest de Tournai, un peu en dessous. C'est un très grand menhir dont on reparlera. Donc, vous en avez quelques-uns. Voilà une carte qui vous les montre, une série. Là, on est à Ouéris, là, on est à Brunehaut. Et vous voyez que quand même, dans les régions autour, en France, il y en a aussi. Il y en a au Grand-Duché de Luxembourg, dont un qui est anthropomorphe. Il est littéralement... il a une forme, on voit des épaules, on voit une tête. Et on a un peu partout en Europe, quoi. Mais ce qui est important quand on fait ça, quand vous prenez dans le paysage, il y a plein de pierres. Donc on a inventé littéralement des montagnes de menhirs, notamment en Belgique, mais pas uniquement. Donc il est important d'identifier un menhir. Et pour ça, il faut utiliser des critères. Il ne suffit pas de voir une pierre dressée pour dire que c'est un menhir, ou une pierre couchée en disant on va la redresser, ça s'est fait plusieurs fois, en disant c'est un menhir. Il faut donc chercher des critères. Et on a fait des grilles pour ça, déterminer si c'est anthropique ou pas. Forcément, d'une manière, c'est anthropique. Toutes les pierres sont naturelles, mais après, si c'est un menhir, c'est qu'il a été anthropisé. Alors, on a des critères qui permettent notamment, est-ce qu'il y a une fausse direction? Parce que vous ne faites pas tenir un menhir tout seul, posé sur le sol. Exceptionnellement, on peut toujours rêver. S'il est vraiment plat en dessous, ça pourrait vaguement tenir. Mais sinon, on creuse une fosse, on met la pierre et puis on cale avec toute une série de cailloux qui contribuent à bloquer le menhir. Donc, il y a des critères certains qu'on peut voir quand on est hors fouille. Par exemple, si la forme est particulière, comme cette forme, je vous ai montré pour Brunehaut, qui est une forme, ce qu'on appelle un zeupir, donc une forme oblique comme ça au-dessus. Bon, parfois, ça peut être taillé, mais souvent, ils ont sélectionné des pierres qui ont cette forme-là. Donc, il y a des critères comme ça. Si on se trouve dans un genre d'un aliment, c'est évidemment des critères, tout ça hors fouille. Puis en fouille, c'est ça, c'est la présence de fausses d'érection, la présence de pierres de calage, et différents autres critères. Très, très rarement, exceptionnellement, au niveau de l'Europe et de la Wallonie, on peut trouver une petite pièce, un petit objet, mais en général, ça n'est pas du tout, c'est extrêmement rare, c'est exceptionnel même. Bon. Donc on a des critères comme ça. Et là, je vous montre le menhir de Ozo. Il y a une fosse d'érection, on l'a montré, et à côté, une autre fosse, parce que on a condamné les menhirs. Il y a eu des bulles papales, des bulles faites par Charlemagne, par des tas de rois. Il fallait coucher tous ces machins païens. Donc, ils sont pratiquement tous, exceptionnellement, il y en a encore qui ont dû être dressés depuis l'époque, mais c'est extrêmement rare. Il faut donc les relever. C'est ce que les gens ont fait à Carnac. Le deuxième très grand centre mégalithique en France, qui s'appelle les Bondons, en Lozère, où il y en a des centaines et probablement des milliers, c'est pareil, tout est couché, ils doivent enterrer, ils doivent les redresser. Bon, donc il y a des critères pour ça. Il ne faut pas se promener dans le paysage. Et tout de suite, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont inventé des menhirs partout, qui n'en sont pas. Bon. Alors, on va vous parler des croyances liées aux mégalithes. Et en fait, ces croyances
ces croyances, en fait, elles sont, on pourrait dire, on pourra les aborder d'abord des croyances dites préhistoriques. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des bibliothèques entières de bouquins sur les religions préhistoriques? Il faut y croire. On cherche des critères. On va se dire, bon, si on a enterré les morts, il y a une raison, qui est donc des croyances, ou en tout cas religieuses. S'il y a des statues menhirs, il existe des statues, notamment en France, qu'on a aménagées en dessinant, en Suisse aussi d'ailleurs, dans le Valais, où on a sculpté des ébauches de bras, des ébauches de tête. Il y a des tas de choses comme ça. Il y a des petites statuettes en terre, hautes comme ça, qui ont servi. Bon, et tout ça fait qu'on peut dire que ça a une signification. Alors, à partir de ça, on interprète, et tous ces bouquins interprètent ça différemment. Alors, je vais faire une petite insiste sur l'interprétation. La manière d'analyser, de considérer une interprétation, c'est très variable. Moi, j'ai une approche, peut-être qui ne vous plairait pas, mais ce n'est pas grave. Je considère que l'interprétation, j'analyse ça d'un point de vue biologique. Je vous explique. Quand vous êtes anthropologue, comme moi, vous vous intéressez aux hommes fossiles. Or, les espèces humaines et préhumaines naissent de quelque chose d'un peu plus ancien, évoluent tout doucement, arrivent à maturité, puis tout doucement elles s'éteignent. Elles disparaissent ou elles se transforment. Eh bien, pour moi, les interprétations, c'est exactement pareil. Ça veut dire que l'interprétation surgit, parce que ça vient dans la tête d'un chercheur, puis la masse des chercheurs commence à adopter le point de vue, ça se développe, puis ça disparaît, tout doucement, ça arrive à maturité et les interprétations disparaissent. De temps en temps, comme par exemple Moby Dick, ça réapparaît après. Par exemple, dans le cas des peintures rupestres, c'est très clair. On a commencé à dire que c'était l'art pour l'art, puis au XIXe siècle, puis après on a dit « ah mais c'est des chamans ». Puis ça a disparu, il y a eu des interprétations beaucoup plus scientifiques, entre guillemets, avec le roi Gourand, qui est un grand professeur français. Puis plus récemment, l'interprétation chamanique revient avec des chercheurs comme Lewis Williams, qui est un Africain du Sud, etc. Mais ça va redisparaître. Donc les interprétations, c'est, à mon sens, extrêmement subjectif. Je ne vais pas vous continuer parce que je vais aller plus loin, mais je ne développerai pas. Moi, je considère que les faits archéologiques, c'est exactement la même chose. Les faits qu'on dit stables et muables, pour moi, les faits naissent, se développent et meurent, quitte à réapparaître. Je vous expliquerai ça en détail si vous voulez après, mais je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens quand on dit ça, mais ce n'est pas grave. Chacun a droit à avoir ses opinions. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais dire ça très courtement. Bien sûr, s'il y a des tombeaux, ça veut dire qu'il y a un respect pour les ancêtres. Est-ce que ça traduit une religion? Pas nécessairement. Ça peut simplement être un respect pour les ancêtres. D'autre part, oui, je voulais dire, donc c'est des tombeaux, c'est clair. Là, ça fait partie des interprétations qu'on peut difficilement contester. Dire à quoi ils servent, s'ils sont religieux ou pas, c'est un autre problème. Ce sont aussi des tombeaux pour les vivants. Je vous ai montré deux exemples, à Lamsoul avec le dallage, ou ici à Ouéris avec ça. Mais voilà, on est à Locmariaquer en Bretagne. Vous voyez ces immenses trucs de plus de 100 mètres de long dans lesquels il y a une série de chambres funéraires, une série d'allées couvertes, si on peut dire, enterrées. Ça veut dire que ce sont des tombeaux qui sont faits pour être vus. Ce sont des tombeaux pour les vivants. Bon, ça fait certainement partie de leur croyance, mais sans qu'on puisse déterminer. Il y a des interprétations assez farfelues. Une chercheuse américaine a publié plusieurs articles en disant que la découverte, ça évoque la femme, puisqu'il y a des statues féminines, etc. Bon, pourquoi? Là, il y a une pierre derrière, c'est la tête. Vous avez le corps ici. Là, vous avez un bras. L'autre côté, la fouille n'a rien révélé parce qu'il y a eu des fouilles anciennes, donc c'était déjà fouillé. Et les piliers qui déterminent le vestibule sont les jambes. Et elle sort une série de plans comme ça en Europe. Bon, pourquoi pas? Mais c'est quand même des interprétations très osées. Mais bon, voilà, ce qui me fait dire qu'il faut être très prudent des interprétations. Alors, oui, j'ai déjà dit ce que je voulais dire là. Clairement, il y a une hiérarchie, quoi. Et donc, ils avaient ce n'est pas vraiment une croyance, mais ils avaient quand même le souci de la hiérarchie, ce que je vous ai montré avec les grottes et les... Oh, je vais trop vite. Si on regarde les menhirs, c'est tout aussi difficile d'interpréter ça. Et alors nous,
quand on essaye de voir les croyances au néolithique ou même au paléolithique, qu'est-ce qu'on fait? On se projette dans le passé. Donc c'est clair que ces interprétations ne peuvent pas être objectives. On s'investit, nous, et on voit ça en fonction de nos connaissances, de notre état d'esprit, de notre mentalité, de nos croyances à nous. Mais bon, les menhirs, on a dit, et ça c'est évidemment une façon simple de résoudre le problème, ce sont des bornes. Ben oui, ça peut borner des territoires, ça peut borner tout ce qu'on veut. On a dit pour certains, comme celui-ci, sur le site de WIRIS2, que ce sont des menhirs indicateurs. Donc c'est peut-être une partie qui était moins enterrée, parce que tout ça avait été enterré, évidemment. Une fois qu'ils avaient condamné le dolmen, ils avaient balancé de la terre par-dessus. Bon, on a parlé de ça. Certains disent, ah mais les menhirs, c'est l'âme des ancêtres. C'est l'âme des ancêtres. Donc on peut entrer en contact avec eux. Pourquoi pas? Mais il faut prouver tout ça. Et donc c'est ça. On a aussi utilisé les menhirs dans des optiques en disant qu'il y a une grosse astronomie. Ce sont beaucoup les Anglais qui ont travaillé là-dessus, et notamment à Stonehenge. Stonehenge, c'est en Angleterre, hein, ce temple mégalithique qui a d'ailleurs duré des millénaires, donc c'est très difficile. Mais à certains moments, entre deux pierres, si on se met au centre, le soleil se lève, ou parfois se couche, suivant les périodes, à des solstices hauts. Donc, tout ça tend à dire, bien sûr qu'il y a quelque chose là derrière, mais moi je suis convaincu que même s'il y a quelque chose, c'est extrêmement compliqué de l'envisager objectivement sans y mettre nos fantasmes, en fait. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu de trucs plus modernes, des mythes, des croyances liées à quelques exemples. Je n'ai pris que quelques exemples. Rien qu'en Wallonie, on pourrait en trouver le double, hein, mais bon, il fallait bien faire un choix. Alors, voilà. Bon, d'abord, il y a cette histoire de menhir et celtomanie. Bon, la celtomanie, c'est un truc qui date essentiellement du 19e siècle, hein, très peu avant. Et voilà, Stonehenge, vous voyez des gens qui sont en train de faire des grandes fêtes en l'honneur de solstice et des tas de trucs. Vous voyez à droite le même genre de choses avec des druides, ce sont des vieilles images, hein, mais on a écrit ça. Et beaucoup de gens croient à ça encore maintenant. Voilà. Si vous allez à Tongres, vous voyez la statue d'Ambiorix là, qui est sur un dolmen. Donc ça veut dire qu'un chef dit celtique, gaulois, était sur son dolmen, quoi. Ici un trilithe. Vous voyez que ça se voit aussi évidemment dans la BD, c'est ultra abondant. Vous êtes à Hasselt, c'est le même phénomène. Vous avez un chef celtique là au-dessus et un dolmen. Donc on croit dur comme fer à ça. Alors, évidemment, tout ça c'est un pur mythe. Un dolmen, on est au 3e millénaire. Là, c'est Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Voilà, j'ai caricaturé en mettant Obélix pour représenter les Gaulois. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est que ces Gaulois, ces Celtes, sont plus proches, chronologiquement, d'Armstrong sur la Lune que des réels à la découverte de Belgique. Pourtant, partout, on enseigne ça. Moi, j'ai vu des profs venir sur des dolmens, se déguiser, mettre une tunique et jouer aux druides pour leurs élèves, dans le cadre d'enseignement de préhistoire et autres. Donc, c'est complètement farfelu. Mais bon, ce sont des croyances qui sont extrêmement ancrées et très difficiles à faire disparaître. Et c'est d'autant plus dommage que, en fait, les dessinateurs, Goscinny et Uderzo, qui ont fait Obélix, c'est amusant quand on lit ça, Astérix, mais c'est une connerie. Évidemment, les dessinateurs ont un droit à une liberté d'artiste, ils font ce qu'ils veulent, on est d'accord sur ça, mais il n'empêche que ils pouvaient très bien utiliser une autre technique. Regardez ici, vous avez des fêtes dites celtiques en Irlande ou en Bretagne, où il faut du lancer de tronc. Il aurait pu faire ça, c'était plus vraisemblable que ça, parce que ce truc-là, c'est ancré dans la mentalité de pratiquement tous les enfants, et c'est difficile à leur faire sortir ça de la tête. Bon, et donc la responsabilité incombe aux enseignants, incombe aux dessinateurs qui ont inventé ce genre de truc, et incombe à un tas de gens, probablement les archéologues aussi d'ailleurs. Mais bon, donc ça c'est une chose. Alors maintenant, puisqu'on est en plein
avec des dolmens celtiques. Voilà ce qu'on observe. Des dolmens, en fait, comme cette pierre à Solwastère. Solwastère, on est à la frontière des Hautes-Fagnes, si on peut dire, au sud des Hautes-Fagnes, dans une petite vallée qui se jette dans l'Amblaise. Et vous avez une pierre comme ça. Déjà en 1880, il y a des articles qui nous racontent ça. On fait des sacrifices humains là-dessus. Voilà la pierre actuelle. Hein. On fait des sacrifices humains, donc les Celtes, les druides sacrifiaient les gens. C'est un dolmen. Or, sur place, j'ai vu des guides touristiques qui promenaient les gens raconter encore ça. Or, déjà, après les premiers articles de 1870 à 90, il y en a eu plusieurs qui parlaient de ça, il y a plusieurs géologues très célèbres belges qui ont dit que c'est de la connerie, ce sont des pierres naturelles. Récemment, Étienne Juvigné, qui est un autre géologue de l'Université de Liège, a encore fait un article dans la revue Haute-Fagne pour dire que c'est naturel. C'est un immense pierrier, en fait. Il y a des pierriers qui font des hectares avec des grosses pierres. Tout ça est naturel. Bien entendu, et ça n'a rien de mégalithique. Alors, quand on essaie de voir des critères archéologiques, il n'y en a pas. Mais bien entendu, tout dolmen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des pierres naturelles qui ont été réutilisées. Donc, ça, c'est encore un mythe actuel qui est extrêmement fréquent. Voilà. Alors, évidemment, les pierres du diable, vous savez tous que le diable est un des grands thèmes des légendes wallonnes, hein, mais on est à Forrières. Forrières, c'est sur l'entité de... c'est tout près d'ici, quoi. Et vous avez là la cuvelée du diable, c'est tout près du dolmen que je vous ai montré, le dolmen de l'Amsoul. On est à vol d'oiseau, on est à peu près à 2 km. Et vous avez... C'était fouillé très anciennement. Et ils ont considéré qu'il y avait un cercle avec une série de trilithes, donc 2 pierres levées, et par-dessus une dalle qui là s'est effondrée. Et ils ont dit, tout ça est en cercle. OK. Et ça s'est appelé pierre du diable pour des raisons diverses, notamment, évidemment, parce que le diable a été extrêmement combattu par le christianisme, évidemment. Donc, on a appelé ça pierre du diable, c'est très mauvais. Et vous voyez ce qui s'est passé. Ils ont christianisé le site. C'est fréquent. Vous allez en Bretagne, en Belgique, je n'ai pas encore, j'ai pas vu de menhir, quelques menhirs n'ont pas une croix au-dessus, mais vous allez en Bretagne, vous pouvez en voir au moins 10 qui ont été christianisés. À défaut d'avoir été enterrés, c'est une autre manière de s'en débarrasser, c'est de les enterrer. Mais parfois on les christianisait. Bon, et ça s'appelle la cuvelée du diable. Donc il y en a énormément de ces sites-là. Là, on est à Oufet, à Elemel. Il y a une pierre qui a été publiée aussi pas mal de fois comme un dolmen, qui n'en est absolument pas un, qui a été appelée, suivant les cas, pierre du diable, ou bien dans d'autres, on dit c'est César qui l'a fait, à l'époque de César qu'on l'a amené. Là aussi, bien entendu, puisqu'il y a une grande pierre, elle a servi à égorger, forcément. Les druides, ils ont tué la moitié de la population. Ça a été appelé terre au soleil aussi, des rapports avec le soleil. Donc il y a plein d'interprétations pour le même site. Alors que ce ne soit pas... en fait, c'est une pierre tout à fait... Toute cette plaine est très sableuse. Et tout ça s'est cristallisé pour faire des pierres. Et je suis encore allé, il y a quelques mois, avec l'ancien prof de géologie de Liège, qui m'a évidemment confirmé que c'était naturel. Il y a déjà des personnes qui l'ont dit très anciennement. Dans son mémoire de licence à l'ULB, Eric Heusekom, qui est un archéologue belge qui a fait pas mal de préhistoire, et notamment mégalithique, puis qui est allé travailler en Suisse, avait dans un article, pas spécifique, mais dans un article général, en 2 lignes, il avait dit c'est naturel. Les géologues lui avaient dit. Mais partout, vous allez dans le coin, on vous dit ah, le dolmen. Voilà. Donc, difficile d'enlever ces croyances. Alors, si on vient à Ouéris, vous avez cette pierre Héna, cette pierre naturelle, qui a fait l'objet d'énormément de légendes, et notamment liées au diable. Il y a une autre légende, je vais vous la dire d'abord, c'est qu'en fait, il y a un petit curé qui se promenait, il a dû monter la colline avec un gros poids, il s'est mis à gémir et il s'est mis à hurler en criant sur son Dieu, et il s'est fait immédiatement démolir et transformer en punition comme pierre.
Et comme cette pierre, vous pouvez voir, si vous cherchez bien, vous pouvez voir une tête, un œil, un nez, une bouche. Bon, il faut un peu d'imagination, mais enfin, bon, on peut toujours. Une autre légende, parce qu'il y en a d'autres, c'est que c'est un bouchon. Et le diable sortait des terres par là. Il remettait son bouchon, il ne remettait pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait 200 mètres plus bas, où il y avait une pierre plate comme ça, il venait se reposer là. D'autres ont dit que c'était aussi un bouchon, mais enfin, la légende la plus fréquente, la plus racontée, c'est qu'il venait se coucher là pour se reposer avant de remonter. On a aussi dit évidemment qu'il y a des pseudo-rainures qui servaient à sacrifier et faire couler le sang. En fait, quand vous demandez, vous allez là, ça s'appelle, les traces qu'on voit dessus, ça s'appelle des ripple marks. Ce sont des traces de frottement des roches en place avant que les pierres se séparent. Et ça, tous les géologues vous le confirmeront, bien entendu. Donc, lit du diable à nouveau. Donc, c'est un thème très, très fréquent, bien sûr. Attends, on va continuer. Alors, jambes, on est à Namur. Malheureusement, en 1820 ou 30, je ne sais plus, on a démoli, pour construire un bâtiment d'époque, on a démoli une structure dont on a seulement ceci. Des vieilles gravures, il n'y a plus rien sur place. Une vieille gravure qui montre une sorte de trilite, une grande table, etc. Donc, apparemment, ils auraient trouvé un tout petit peu de matériel. Bref, ça a été considéré comme une espèce de dolmen. Et il y avait un cercle de pierre autour, écrit-on à l'époque. Ça a été appelé Pierre du Diable une fois de plus. Il y avait une statue d'un dieu ancien. Et alors Saint Materne est venu, a bousillé tout ça, et on a érigé une chapelle, et à nouveau, 4 christianisations, bien sûr. On a aussi dit que ça servait à des sacrifices humains. Autre interprétation, autre légende, c'est une Pierre Brunehaut, cette reine mérovingienne, qui est une magicienne, voilà, qu'il aurait fait construire en une nuit. Voilà. Donc il y a énormément de légendes encore liées au diable. Alors, je vous ai parlé de la reine Brunehaut, voilà un autre exemple. Donc c'est la fameuse pierre qui se trouve tout près de Tournai, Pierre Brunehaut. Voilà j'ai préféré mettre une vieille carte postale. Vous voyez, ça a été très fréquenté. Regardez la forme tout à fait oblique. C'est ça qu'on appelle un zeupir. Il y en a quelques-uns. Il y en a à Gauzé. Gauzé, c'est au sud de Charleroi quand vous partez vers la France. Là, vous avez un menhir un peu de ce style-là, plus petit. Vous en avez à Ouéris, vous en avez une série de ces trucs-là, quoi. Pierre zeupir, quoi. Et, bon, ici, c'est Walteri qui a inventé une petite légende dans une BD sur le sujet. Mais bon, quand vous lisez la littérature, c'est interprété comme le lieu de décès de cette reine Brunehaut. On aurait dit aussi c'est le Christ ou la Sainte Vierge qui l'a déposé. Et ce qui est plus marrant, la pierre aurait été déplacée pour aller faire la cathédrale de Tournai, mais comme elle n'en voulait pas, elle est retournée elle-même se mettre là. Bon, donc toute une série d'interprétations aussi légendaires. Alors, il y a toute une série d'autres légendes qui concernent les pierres qui tournent. Si vous allez vers l'Inde, c'est tout près à 3-4 km à vol d'oiseau de la grotte de Spie. Et là, ce menhir qui est censé tourner sur lui-même à minuit lorsqu'il y a une cloche qui sonne dans une ferme voisine. Il n'a pas été fouillé, mais il y a eu au début du XXe siècle, on a un peu fouillé autour et trouvé des silex. Ceci dit, il n'est pas loin de 2 polissoirs. Des polissoirs, ce sont des grandes pierres sur lesquelles on a frotté pour polir, soit dans certains cas des haches polies, soit dans d'autres des haches en métal, de l'âge du bronze. Bon, il est dans un environnement. Et pierre qui tourne. Tout près de Chimay, il y en a un autre, à Belleux. Bon, là aussi, on peut se poser des questions si c'est réellement... C'est considéré comme un menhir, mais on peut toujours émettre certains doutes parce qu'elle n'a pas été fouillée. Et de prime abord, la pierre serait plutôt plate en bas, mais c'est de prime abord. Bon, et là, c'est considéré comme une pierre qui a été utilisée pour polir, d'où pierre qui tourne. Donc ça, ce sont des gens sur place qui ont, très anciennement, au XIXe siècle... Bon, ce qu'on voit, voilà, le menhir de Gauzé, dont je vous ai parlé, aussi cet aspect un peu en zeupir, comme ça, oblique.
encore une fois un lieu de sorcellerie. C'était appelé la pierre qui pousse, aussi lieu de sorcellerie et de diablerie. Donc, parfois, les interprétations sont multiples, vous l'avez vu, hein. Mais bon, les légendes tout au moins. Donc, il y a ça. Autre chose, il y a les pierres qui vont se baigner. Bon, on l'a dit pour certains menhirs en France, mais on l'a dit aussi ici pour des pierres qui ont été considérées comme des menhirs, mais qui ne le sont à coup sûr pas. Ici, vous êtes à Plainevaux, à Neupré, donc en fait c'est dans le Condro liégeois. Quand vous partez de Liège, que vous allez vers Marche, c'est à gauche, après à 10 km de Liège. Bon, et vous avez... Pourquoi est-ce que ce sont des pierres qui vont se baigner? Parce qu'en dessous, il y a un petit ruisseau. On a le même phénomène à Comblain-au-Pont, avec un pic qu'on appelle le pic Charlemagne. Il y a la même chose à Éouaille, et ce sont des pierres qui, lorsque, par des nuits de pleine lune, quand la lune est bien placée, l'ombre des pierres se retrouve dans la rivière qui est en dessous. Parfois c'est l'Amblève, le cas Éouaille, ça peut être, ici c'est un petit ruisseau, et alors ils ont appelé ça des pierres qui vont se baigner. Maintenant, chez nous, je ne connais pas un vrai menhir qui a ça. Mais ceci a été publié, etc., comme menhir. Ce ne l'est pas. C'est un morceau. C'est un peu comme la pierre Hénac que je vous ai montré tout à l'heure à Ouéris. Ce sont des pierres naturelles. Bien sûr, celle de Ouéris est plus ou moins intégrée dans le système mégalithique, mais c'est une pierre naturelle. Ici, il n'y a rien autour. Donc, mais ça, c'est une légende qui est extrêmement fréquente. Pierres qui vont se baigner. Bon, je vais vous montrer. Alors, il y a aussi, évidemment, des pratiques modernes. Hein. Je vais vous en montrer. Il y a d'abord des druides autoproclamés. Là, on est à Ouéris, au-dessus d'Ouéris, pas loin de la Pyrénées. Et il y a une trentaine d'années, il y avait un bon comique qui habitait à Haye, donc un village autour, et qui, lui, se déclarait druide, autoproclamé, bien sûr. Et il nous a montré ça. Et nous disant, là, c'est un gigantesque centre mégalithique, vous devez creuser, vous allez trouver plein de tombeaux. Le problème, c'est que c'était la roche en place, c'est dans plein massif rocheux. Alors, qu'est-ce qu'on lui a répondu? Creusez vous-même, et vous nous appellerez quand vous aurez trouvé des tombeaux. Mais donc, voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est ce genre de gens qui font ceci, donc qui mettent des rubans tout près. Ici, on est aux 3 menhirs d'Opagne que vous voyez derrière, on met des rubans, donc c'est aussi des pratiques modernes. Il y a tout près d'Ouéris, mais il y en a partout dans le Condro, des arbres à clous. On a enfoncé des clous et on nous dit chaque fois que ce sont des druides qui font ça. Moi, je ne crois pas le premier mot, mais enfin, et le fait d'enfoncer les clous, vous donnez votre maladie à l'arbre. Donc, vous vous débarrassez de votre maladie. Donc, il y a toute une série de pratiques modernes qui sont plus ou moins celtiques et qui tournent autour des mégalithes. Donc, une fois de plus, c'est avec des erreurs d'interprétation sur le fait que c'est celtique. Hein. Donc, voilà. Oui, ben, j'ai tenté une petite analyse qui vous dit que, évidemment, je ne le répéterai jamais assez, l'attribution aux Celtes est erronée. Tout le monde... Bon, alors, ben oui, les druides, ils ont fait des sacrifices humains, mais c'est jamais sur des mégalithes, curieusement. Et le pire, c'est que les seules légendes qui concernent les mégalithes, ça concerne quelques menhirs, quelques-uns, je vous en ai montré, hein, comme Brunehaut, etc. Ça ne concerne jamais des dolmens, probablement parce que les dolmens, chez nous, la plupart du temps, ils étaient enterrés. Donc, ils n'ont pas, au XIXe siècle, attiré beaucoup d'intérêt. Bien que le grand dolmen de Ouéris au parking, ce qu'on appelle Ouéris 1, on n'a pas de preuve qu'il était enterré. Il y a peut-être eu un tumulus dessus qui aurait disparu. Mais donc ça explique en partie, à Lamsoul, tout a été enterré. Donc, les gens du 19e, quand ils faisaient ce type de légende, ou du 18e, n'avaient pas accès. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et par contre, ce sont beaucoup de pierres qui ont été faussement interprétées comme menhirs, qui ne le sont pas, qui ont fait l'objet de légendes. Et le thème, vous l'avez vu, le plus fréquent dans ces légendes, c'est le diable, parfois la reine Brunehaut, mais d'autres thèmes majeurs du légendaire de Wallonie, comme par exemple les Nutons, comme les saints. Enfin, les saints, on pourrait dire qu'il y a eu christianisation de certains menhirs, mais ils ne sont pas représentés. Ou bien des trucs comme la chasse fantastique ou autre chose, ne sont pas. C'est essentiellement lié au diable. Et
le fait que c'est lié au diable et les croix qu'on voit qui christianisent, ben, c'est forcément très très lié, quoi, hein. Donc, le légendaire n'est pas des vrais mégalithes n'est pas d'une grande richesse. Celui des faux mégalithes est nettement plus riche. Je crois que j'ai à peu près dit tout et j'ai à peu près tenu le temps qu'on m'a demandé de tenir. Voilà. Écoutez, merci. Voilà, je vous remercie. 45 minutes.